Bienvenue! Aujourd'hui, on se penche sur un seul document, mais quel document? C'est un article de Ropix qui s'appelle « Le Dow Jones face à son anomalie historique ». Et c'est un article qui est assez fascinant. Les chiffres de départ sont juste hallucinants. L'indice boursier américain, en 1885, il valait 31 points. Aujourd'hui, en janvier 2026, on frôle les 49 000. C'est une multiplication par plus de 1500. C'est énorme. On regarde ça et on se dit, voilà la preuve que le système fonctionne, que la croissance est infinie. Sauf que l'article gratte un peu sous la surface de ce chiffre spectaculaire et il découvre une véritable énigme. Ah, Si on regarde non pas la valeur de l'indice, mais son taux de croissance, sur ces 140 ans, la courbe ne se comporte pas comme elle le devrait. c'est-à-dire? Une croissance saine, ce qu'on appelle exponentielle, ça devrait donner une ligne droite sur un graphique logarithmique. C'est le signe d'un rythme de croisière, d'un truc stable. Et ce n'est pas une droite. Pas du tout. Ce qu'on a sous les yeux, ce n'est pas une droite. C'est une parabole. Une parabole, donc une courbe qui monte de plus en plus vite. Comme une voiture qui n'arrêterait jamais d'accélérer. C'est exactement l'image. Imaginez une croissance normale, exponentielle, c'est comme rouler à 150 km/h constant sur l'autoroute. On va très vite, mais de manière prévisible. D'accord. Mais là, cette croissance super exponentielle, c'est comme si le conducteur appuyait de plus en plus fort sur l'accélérateur. On passe de 150 à 180, puis de 120. La vitesse augmente sans cesse. Voilà, c'est grisant, mais on sent bien que ça ne peut pas durer éternellement, que le moteur ou la route vont finir par lâcher. Et cette accélération, elle est de quel ordre? On a des chiffres concrets. Oui, l'article les donne et ils sont très parlants. Autour de 1885, le Dow Jones progressait en moyenne de 1,4% par an. D'accord, c'est modeste. Très. Dans les années 50, on était déjà à plus de 4%. En 2000, 7,5%. Et aujourd'hui, en 2025-2026, on frôle les 10% de croissance annuelle. 10% par an, c'est énorme. Et le plus fou, c'est que cette accélération, elle a traversé les guerres mondiales, la Grande Dépression, les crises pétrolières. Elle semble structurelle. C'est là qu'est tout le mystère. Si cette croissance folle n'est pas juste le reflet d'une économie florissante, qu'est-ce que c'est? Le symptôme d'autre chose? Notre mission, du coup, c'est de jouer les détectives pour comprendre ce qui se cache derrière cette courbe. On va décortiquer les indices un par un. Et le premier indice est purement mathématique. L'article compare deux modèles pour voir lequel colle le mieux à la réalité. Le premier, c'est ce modèle quadratique, celui de la voiture qui accélère. La parabole. La parabole, voilà. Et le second, c'est un modèle linéaire, plus classique, qui suppose une croissance moyenne stable. Et le résultat est sans appel. Le modèle quadratique décrit la réalité de manière beaucoup plus précise. Ce n'est pas une impression, c'est mathématique. La croissance s'emballe. D'accord. Mais l'autre modèle, le modèle normal, il nous apprend quelque chose quand même. Oh que oui. Et c'est peut-être l'indice le plus inquiétant de l'article. Ah oui. Si on trace ce qu'on appelle un canal de croissance, basé sur la moyenne de 5,23%, imaginez un élastique. Pendant plus d'un siècle, le Dow Jones a évolué à l'intérieur de cet élastique. Parfois en bas, parfois en haut, mais toujours dedans. Exactement. Il touchait la bande du bas, puis celle du haut, mais il revenait toujours vers le milieu. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, l'indice n'est pas juste en haut du canal, il est collé au sommet. Il étire l'élastique à son maximum absolu. L'article est formel. On est sur une résistance historique. Et ça, c'est déjà arrivé? Oui, les contacts précédents avec cette résistance, c'était en 1886, en 1929, en 2000. Ah oui, pas des petites dates. Pas des petites dates. Chaque fois, ça a coïncidé avec un retournement majeur. Donc on a deux modèles différents qui nous crient la même chose. Accélération anormale et tension maximale. D'accord, ça c'est la tendance sur le très long terme. Mais ce qui est fou, c'est que le phénomène a complètement dérapé ces dernières années, non? Depuis la crise de 2008? C'est le point le plus spectaculaire de l'anomalie. Depuis 2009, le taux de croissance annuel moyen est de 9,98%. Presque 10%, on est carrément dans l'hyperaccélération. Tout à fait. Et là, l'article identifie une cause très claire, le fameux Quantitative Easing, le QE. Le QE. La planche à billets moderne, c'est ça? La Banque centrale américaine, la Fed, qui a injecté des sommes folles dans le système. Exactement. Plus de 8 000 milliards de dollars. L'idée au départ était de sauver l'économie réelle, mais l'article montre que cet argent n'a quasiment pas irrigué les entreprises ou les salaires. Où est-ce qu'il est allé alors? Il a été aspiré comme par un aimant par les marchés financiers. Il a fait grimper le prix des actions, de l'immobilier, de tous les actifs. C'est l'accélérant sur le feu. C'est là que ça devient
Contre-intuitif. D'un côté, la bourse monte. On se dit que l'économie va bien. De l'autre, cet article affirme que c'est une maladie alimentée par de l'argent artificiel. Si l'économie réelle ne produit pas cette richesse, d'où vient l'argent? Ce n'est pas de la magie. Et c'est le cœur de l'énigme. La solution que propose l'article, c'est une relecture radicale de ce que le Dow Jones mesure aujourd'hui. C'est-à-dire, Il ne mesurerait plus une création de richesse collective, mais un transfert de richesse. un transfert. Oui, l'ancienne croissance, celle de l'élastique, la croissance normale à 5%, reflétait une richesse plus ou moins partagée entre le capital et le travail. La nouvelle croissance, la parabole à 10%, reflèterait une captation de plus en plus agressive de la richesse par une petite minorité, les détenteurs de capital. L'anomalie ne serait donc pas boursière, mais le reflet d'une anomalie sociale. C'est l'hypothèse centrale de l'article. Un transfert de richesse, c'est une affirmation très forte. Quels seraient les mécanismes concrets qui permettraient ça? L'article en identifie 4, qui s'auto-alimentent dans une sorte de boucle. Le premier, c'est la fiscalité. Les impôts? Voilà. Aux États-Unis, le système favorise le capital. Les revenus du capital, comme les plus-values sur actions, sont taxés à 20% maximum. Les revenus du travail, les salaires, peuvent être taxés jusqu'à 37%. Donc si je gagne 1 million en salaire, je paye beaucoup plus d'impôts que si je gagne 1 million en vendant des actions. C'est ça. C'est exactement ça. Sur le long terme, ça crée un écart abyssal. Le deuxième mécanisme, c'est la transmission de patrimoine. Les héritages? Oui. Les lois sur les successions ont des exonérations massives. Ça permet aux grandes fortunes de se transmettre de génération en génération quasiment sans friction fiscale. On crée des dynasties. C'est un cercle qui se renforce. Et les autres écueils? Le troisième est peut-être le plus choquant, c'est l'accès au marché. L'article cite un chiffre de la Fed, les 10% des ménages américains les plus riches détiennent 93% de la totalité des actions. Attendez, 93%. 93. C'est vertigineux. Ça veut dire que quand on entend aux infos la bourse a atteint un nouveau record, pour 9 familles sur 10, ça n'a absolument aucun impact direct. C'est un spectacle qu'elle regarde de très très loin. La hausse profite donc à une minorité de plus en plus restreinte. Et le quatrième mécanisme, c'est le quantitative easing. On y revient. Oui, car en injectant l'argent directement dans le système financier, il agit comme un stéroïde pour les actifs détenus majoritairement par les plus riches. La boucle est bouclée. L'article propose un contre-exemple fascinant. Une période où tout ça a fonctionné à l'envers. Les 30 Glorieuses. Oui, de 1950 à 1975, en gros. Et c'est un paradoxe qui fait vraiment réfléchir. C'est une période de prospérité largement partagée, les salaires réels augmentaient fort, la classe moyenne se développait. Une période de croissance saine, en quelque sorte. On pourrait dire ça. Et pendant ce temps-là, que faisait le Dow Jones? Il a stagné. Pendant 16 ans, de 1966 à 1982, il n'a quasiment pas bougé. Stagné. Pire, si on corrige de l'inflation, qui était très forte à l'époque, les actionnaires ont perdu plus de 70% de leur mise. C'est complètement contre-intuitif. Donc, quand l'Américain moyen s'enrichissait, les actionnaires, eux, s'appauvrissaient. En termes réels, oui. L'inflation de l'époque, combinée à un pouvoir syndical très fort et une fiscalité beaucoup plus progressive, agissait comme un mécanisme de redistribution. La richesse était transférée du capital vers le travail. L'exact opposé de la situation actuelle. Exactement. Aujourd'hui, l'inflation est qualifiée de spoliatrice. Avec des syndicats faibles et la mondialisation, les salaires ne suivent plus la hausse des prix. Du coup, l'inflation appauvrit les salariés, mais elle protège les détenteurs d'actifs. D'accord. Le tableau est posé une anomalie historique, une tension maximale et une explication sociale. Explosive. L'article se concentre ensuite sur 2026 où 3 signaux très différents semblent converger, comme les nuages avant un orage. Le premier, on l'a vu, c'est l'élastique sur le point de casser. C'est le signal technique, le contact avec la résistance des 140 ans. C'est un événement rarissime et historiquement un avertissement très sérieux. Le deuxième signal vient d'un endroit assez inattendu, le Japon. Quel est le rapport? Le rapport, c'est un mécanisme financier qu'on appelle le carry trade. Le carry trade? C'est un peu complexe, mais l'idée est simple. Pendant des décennies, des investisseurs du monde entier ont profité du fait que les taux d'intérêt au Japon étaient à zéro. Ils empruntent des yens pour presque rien. Et ils achetaient avec cet argent des actions américaines qui, elles, rapportaient beaucoup. Et ils empochaient la différence. Vous avez tout compris. C'est la meilleure analogie. Et ça a fonctionné à merveille pendant des années. Sauf que ce ne sont pas des petits montants, ce sont des milliers de milliards de dollars.
Et le problème, c'est que ça change. Le problème, c'est que la Banque du Japon a commencé à remonter ses taux. C'est comme si votre banque vous appelait en disant « Finalement, le taux de votre crédit passe de 0 à 5% et on veut être remboursé maintenant. Que faites-vous ?» Je vends mes actions américaines en catastrophe pour rembourser mon prêt japonais. Et si tout le monde fait ça en même temps? C'est un château de cartes. Voilà. Le moindre souffle et tout risque de s'écrouler. C'est le risque. Un débouclage massif et désordonné de ce carry trade pourrait provoquer une vague de vente sur les marchés américains, c'est le signal macroéconomique international. Et le troisième signal est purement politique, et il se passe à Washington, à la tête de la Fed. Oui, il s'agit de la nomination attendue de Kevin Warsh pour succéder à Jerome Powell. Warsh est un personnage fascinant, une vraie wild card, comme on dit. C'est un faucon, non? Quelqu'un de très strict sur la monnaie. C'est un faucon historique, un critique féroce du quantitative easing. Il a même voté contre en 2010, mais... Et c'est là tout le paradoxe. Il est pressenti par une administration qui attend de lui des baisses de taux agressives pour soutenir la bourse. Donc personne ne sait ce que ce type va vraiment faire. C'est un faucon choisi par un camp qui veut une colombe. Précisément. C'est le signal politique. La nomination de Kevin Warsh à la tête de la Fed crée une incertitude totale. C'est un personnage connu pour être un critique féroce du QE, de la planche à billets. Mais le président Trump, qui l'a nommé, attend de lui inverse, qu'il baisse les taux pour soutenir l'économie et la bourse avant les élections. On a donc 3 scénarios, et aucun n'est vraiment bon. Soit Warsh reste fidèle à ses principes et se montre strict, ce qui est mauvais pour les marchés, soit il cède aux pressions politiques et la parabole continue de s'emballer vers un crash encore plus grand, soit un conflit éclate entre la Fed et la Maison-Blanche, créant une instabilité qui pétrifierait les investisseurs. C'est un véritable nœud gordien. Donc, si je résume, un signal technique interne au marché, un signal macroéconomique qui vient du Japon et un signal politique interne aux États-Unis. 3 domaines distincts qui pointent tous dans la même direction. Voilà, c'est cette orchestration qui est inquiétante. L'auteur compare la configuration de 2026 à celles qui ont précédé 1929, 2000 ou 2008. Ce n'est jamais la même musique, mais c'est souvent le même type d'orchestre qui se met en place. Si on accepte cette idée qu'une correction se profile, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler? J'imagine qu'on ne parle pas forcément de la fin du monde. Non, et l'article se tourne à nouveau vers l'histoire pour ça. Il y a en gros 3 modèles de résolution d'excès. Le premier, c'est le crash total de 1929. Moins 89%, 25 ans pour 100 mètres. Le deuxième, c'est la correction sectorielle de 2000, la bulle tech. Moins 38% sur le Dow Jones, c'est violent mais plus ciblé. Et le troisième, c'est la grande stagnation de 1966, où l'indice a fait du surplace pendant 16 ans. Et d'après l'analyse, lequel de ces scénarios est le plus plausible aujourd'hui? Le parallèle avec 1966 est jugé le plus pertinent. Pourquoi? Parce qu'on retrouve des similitudes structurelles, des valorisations boursières très élevées, une inflation qui revient et surtout une confiance très érodée dans les institutions politiques et monétaires. D'accord, le scénario de 1966. Mais concrètement, si ça se répétait aujourd'hui, qu'est-ce que ça donnerait en chiffres? En appliquant la dynamique de 1966-1968 au niveau actuel, la projection technique suggère une correction d'environ moins 25% d'ici octobre 2026. Ça ramènerait le Dow Jones autour de 37 000 points. Ensuite, on aurait une reprise très lente qui ne permettrait de retrouver les 49 000 points actuels que vers la fin 2028. Donc, pas un effondrement, mais une sorte de pause de 3 ans. Une période frustrante pour les investisseurs, mais pas une catastrophe systémique. C'est l'idée. Correction ordonnée, en quelque sorte. Le problème, c'est que ça ne règle rien sur le fond. C'est là où je voulais en venir. Admettons que ce scénario se réalise. Le marché baisse de 25%, puis il stagne. Qu'est-ce qu'il advient de notre fameuse courbe quadratique, de cette anomalie sociale? Est-ce qu'une telle correction la résout? C'est la question la plus importante. Et la conclusion de l'analyse est assez pessimiste sur ce point. Elle esquisse 3 scénarios à long terme. Le plus probable, de loin, c'est la persistance de l'anomalie. Autrement dit, la correction de 2026 a lieu, elle purge les excès, mais les mécanismes de concentration de la richesse, eux, restent intacts. Une fois la crise digérée, la courbe parabolique reprend sa course. Donc, même si le marché corrige, le problème de fond, lui, ne disparaît pas. La machine repartirait de plus belle. Et les autres scénarios? Les 2 autres voies sont un rééquilibrage social, forcé par une crise d'une ampleur bien plus grande qu'une simple correction boursière, ou alors une inflation redistributive comme dans les années 70. Mais ces 2 scénarios sont jugés très peu probables dans le contexte actuel de syndicats affaiblis, de mondialisation. Le système a une inertie considérable.
En résumé, cette exploration de 140 ans d'histoire nous laisse avec une image assez troublante. L'accélération du Dow Jones, cette courbe qui s'envole, serait moins le signe d'une économie en pleine forme que le miroir mathématique d'une société qui se fracture. Exactement. Et la convergence des signaux en 2026 rend tout à fait plausible un scénario de respiration du marché, une pause sur le modèle de 1966, mais, et c'est le point clé de l'analyse, même si cette correction a lieu, elle ne résoudra pas l'anomalie structurelle de fond, qui, elle, n'est pas financière mais bien sociale et politique. L'analyse conclut sur cette métaphore puissante. Le Dow Jones n'est qu'un miroir. Il ne crée pas la réalité sociale, il se contente de la refléter. Et en ce moment, le reflet est de plus en plus déformé, de plus en plus tendu. Ce qui nous amène à une dernière pensée, une question que soulèvent les sources et qui dépasse les chiffres. Historiquement, les grands rééquilibrages économiques, les moments où les inégalités ont vraiment reculé, ne se sont produits qu'à la suite de chocs majeurs. La Grande Dépression qui a engendré le New Deal ou la Seconde Guerre mondiale qui a permis les 30 Glorieuses. La question un peu provocante est donc la suivante. Si cette inégalité croissante que reflète la parabole du Dow Jones est structurellement insoutenable, quel type d'événement serait nécessaire pour réellement inverser la tendance? Et dans cette perspective, une correction boursière n'est-elle qu'un symptôme sans conséquence, un déclencheur, ou simplement une petite pause dans une histoire beaucoup plus vaste qui nous dépasse?